Bonjour tout le monde, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore nombreux, il y a du monde qui arrive, donc c'est parfait. On est au mois de mars, on inaugure le mois de mars, et comme vous le savez, c'est la fin de notre cycle de formation qu'on donne entre l'automne et le printemps, avant qu'on se retrouve tous, je l'espère, en personne, en vrai, en chair et en os au congrès. On va vous voir très bientôt, donc le 30, 31 mai et 1er juin à Montmagny. Et cette série de formations, la première est aujourd'hui, est dans vraiment l'optique qu'on développe depuis quelques années, de vous aider à faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire de vous aider à faire de l'histoire en explorant pour vous, en explorant avec vous les, euh, les aspects logistiques, administratifs et financiers pour lesquels vous êtes moins outillés, peut-être euh, moins intéressés, peut-être. D'où l'intérêt d'avoir eu avec nous pendant plusieurs mois Madame Léocadie Choquette. Je reconnais, je remercie l'apport du gouvernement canadien par le programme Patrimoine Canada Jeunesse Canada au travail qui a permis d'embaucher Léocadie pendant plusieurs mois euh, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui et tous les mercredis du mois de mars à la même heure, donc c'est un rendez-vous qu'on se donne hebdomadaire, nous allons avoir le résultat de ces travaux de recherche, puisque Léocadie, pendant plusieurs semaines, a non seulement rencontré individuellement des membres pour de l'accompagnement individuel, pour des cas concrets de besoins en financement, en revenu autonome ou en commandite, mais elle a aussi développé plusieurs outils concrets, plusieurs outils qui vous apprennent ou rappellent les bases de la demande de financement, de la collecte de revenus autonomes. Donc, c'est un grand travail d'humilité, à la fois partir de zéro en se disant que certains en ont eu besoin et puis d'aller plus loin pour certains autres qui ont des besoins plus spécifiques. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec la collecte, la bonification de vos revenus autonomes. Léocadie, la parole est à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du développement de nos revenus autonomes. Donc, je vais partager mon écran. J'en profite pour vous inviter là, à vraiment poser des questions si vous en avez. Vous pouvez lever la main ou juste m'interrompre. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Aussi, les diaporamas vont être disponibles après la rencontre. On va tout vous envoyer ça. Et la réécoute de cette formation-là va être aussi disponible dans votre espace membre de la Fédération. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ça, c'est un peu le plan de match là, pour aujourd'hui. On va aller voir le côté des membres, hein, le membrariat, les abonnements. Ensuite, on va aller voir l'optimisation des revenus autonomes. Donc, les revenus qu'on a déjà, comment on peut les optimiser. Puis, on va passer beaucoup de temps sur les dons, hein, c'est une grosse partie de notre revenu autonome en tant qu'organisme, et la collecte de fonds, qui est aussi un gros morceau. Donc, on va y aller tout de suite. Donc, est-ce que tout le monde serait à l'aise de faire à main levée un peu qui a des membres ou des abonnements là, dans leur organisme? Fait que c'est beaucoup de gens. Super. OK. Ben, c'est parfait, hein. Pour ceux qui en ont pas ou qui pensent en avoir, je pense que c'est une bonne façon d'avoir des revenus autonomes. Pour la plupart des organismes, je vous dirais que c'est un des revenus majeurs là, de façon autonome. Donc, avoir des membres, c'est vraiment un bassin de personnes engagées qui croient en la mission. Donc, c'est des gens qui croient assez en notre mission pour payer un abonnement ou participer aux activités. Ça vous permet aussi une possibilité de donateurs, hein, éventuellement, et de bénévoles, donc des gens qui veulent vraiment s'investir et s'engager dans votre mission. Ça vous permet aussi d'avoir un taux de participation et de visibilité plus élevé. Euh, et ensuite de créer une belle communauté de passionnés, hein. Ça fait vraiment un effet rassembleur avec des membres qui sont informés euh, le souvent. Donc, avec les membres, on va parler aussi des grilles tarifaires. Donc,
comment on va faire pour avoir une grille tarifaire qui est optimisée pour nos activités. Donc, c'est super important. C'est un peu une question d'offre et de demande, là. Je pense que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de ça. Mais c'est vraiment, plus on a d'offres, plus on peut augmenter le coût de notre abonnement. Ça va de soi un petit peu, là, c'est une proportionnalité qu'il faut aller chercher. Il faut discuter avec notre comité, tout ça, voir si on augmente notre offre, on peut augmenter notre coût d'abonnement. Par offre, là, on parle des activités, des revues, des formations, des conférences. On parle aussi des avantages en de membres. Donc, on peut parler des partenariats avec des compagnies quelconques. On peut parler des commandites aussi. Donc, on peut offrir des services à travers nous. Par exemple, là, avec la fédération, quand vous êtes membre de la fédération, vos membres à vous ont droit à des services. Donc, ça peut être aussi une genre d'alternatives autres que des activités en tant que telles. Euh, Puis pour bien établir là, la grille tarifaire, il faut vraiment se demander euh, pourquoi nos membres paieraient ça, puis c'est quoi notre valeur un peu, là. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée à être membre. Fait qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur les avantages, les activités qui sont permises et tout ça. J'aimerais ça qu'on commence tout de suite à faire un petit tour de table. Euh, Oh non. à quoi ressemblent vos grilles tarifaires, votre système d'abonnement un peu? S'il y en a qui sont prêts à partager ça avec nous. À la Société d'histoire de généalogie de Verdun, Richard Labossière ici qui parle. On a une grille tarifaire, c'est 35 par membre individuel et 40 par membre, disons par couple, qui demeure dans à la même adresse. On a aussi un tarif pour les étudiants à 25. Et puis, depuis quelque temps, on a un tarif de membre à vie de 400 c'est-à-dire c'est membre à vie. Pour l'instant, je peux vous dire qu'on a zéro membre là, pour ça. Si la publicité n'a pas été faite énormément, c'est moi, je suis le président, alors c'est surtout mon conseil d'administration qui a voulu ça. Je sais qu'on avait discuté dans d'autres ateliers de ça et puis on m'avait déconseillé, mais en tout cas. Fait que j'ai brisé la glace. Aux autres maintenant. On a Jérémy Scrère. Oui, bonjour Locadi, bonjour Jean. Pour ma part, moi je suis administrateur de la Société d'histoire des généalogies de l'île Perrot. En ce moment, on est après changer en fait notre adhésion, la tarification, là, mais jusqu'à présent, on a environ des tarifs à 25 annuellement, mais on peut aussi avoir des tarifs sur une base de 3 ans, ce qui allège le coût à environ 35 à 40 et on a aussi des frais pour plus une adhésion familiale là, qui va autour de 20 la personne. Donc, mais bon, c'est à changer parce que, mais comme tu l'as dit, justement, notre offre est après changer. Donc, voilà pour moi. Merci Jérémy. On a dans le chat, on a Société historique de Saint-Anicet qui passe de 20 à 25 dollars. Société d'histoire de Mulgrave et Derry, cotisation annuelle de 5 dollars par année. Saint-Anicet Saint-Anicet complète avec option de 45 pour 2 ans. Au Marigot, Société historique du Marigot, 30 dollars individuel, 45 dollars famille et 10 dollars étudiants. On a aussi Société d'histoire de Drummondville, Gabriel. Donc, en fait, nous, on a, bon, les membres individuels, ça reste les plus populaires, là. En ce moment, c'est au coût de 30 mais ça va augmenter fort probablement à 40 dans les semaines qui viennent parce que on a un tout nouveau site web qui donne accès à beaucoup de choses. Tout ça. Euh, Sinon, le membre individuel, on peut aussi le prendre pour 5 ans. En fait, ça donne une année gratuite, là, si on veut. Donc, c'est comme si la personne en payait 4 et en obtenait une cinquième. C'est vraiment ce que les gens prennent le plus. On a quand même un membre étudiant, je pense que c'est 15 on n'en a pas vraiment. On a le membre famille aussi, mais on n'en a pas vraiment. Puis on a quand même longtemps à faire membre à vie pour rebondir sur le premier intervenant. On l'offre plus pour
plusieurs raisons, là, parce que souvent, en fait, c'est des gens qui vont, oui, payer une fois, mais après ça, on les revoit plus, ou ils vont parfois même décéder, puis on ne sait même pas, donc ils sont dans notre liste de membres, mais on sait pas s'ils sont encore vivants ou s'ils sont encore de bonne vie. Donc, pour éviter ça, ben, maintenant, le membre à vie, on l'offre un peu comme un hommage, un peu pour remercier quelqu'un qui a beaucoup donné ou donc quelqu'un qui a fait un don extraordinaire ou qui a donné beaucoup de son temps, ben éventuellement, là, on peut lui donner le membership à vie. Peut-être ça que je vais manger tantôt. On va Oui, peut-être prendre une dernière personne, puis ensuite, on va faire un petit résumé de tout ça parce que vous avez tous des bons points oui. qu'on va discuter un petit peu. Pas d'autres personnes, mais dans le chat, le musée d'histoire de Sherbrooke complète avec $40 pour les individus. OK, c'est que c'est rare que. Le congé de solide. Ouais. Bloqué, je suis Ah, désolé. il en reste. Ok. Pardon. $40 pour les individus, $60 pour les familles, 20 pour les étudiants, 60 pour les OBNL et 400 pour les corporatifs. Appartenance Mauricie, 25 individuels et 40 couples. Patrimoine et histoire Terrebonne, $20 individu, $30 pour deux personnes qui habitent à la même adresse, $10 pour les étudiants. Les membres chercheurs ont un tarif spécifique avec $25 avec un accès aux salles de recherche. Sur les étudiants et les chercheurs, il y a aussi la Société d'histoire du canton d'Orford qui propose la gratuité pour les étudiants pour les encourager à s'investir. Et puis, je vais ajouter mon grain de sel en tant que plateau Mont-Royal. Euh, on est en train de réévaluer ses coûts, notamment parce que pour que le coût de revient de l'envoi du magazine, du bulletin et de l'envoi du bulletin soit ajusté à la réalité de frais d'impression et de poste qui augmentent. On passerait de 20 à 25 avec une différence entre le numérique et le papier pour le bulletin. Société d'histoire de Sillery, 25 individuels, 30 pour couple et 10 pour étudiants. Marie-France Charette pour l'atelier d'histoire de Merci au Chaga Maisonneuve. Et puis on aurait fini, on aurait fait le tour. Bon, nous aussi, on est en train de regarder la grille, mais pour le moment, je vais vous donner des montants. Il y en a des nouveaux, il y en a des anciens, là. Alors, pour les membres, c'est 30 $. On a un tarif corporatif de 50 et on encourage un membership de donateurs à 100 $ ou plus. Alors, on peut faire le choix. On a préféré le tarif donateur aux membres à vie. Donc, quelqu'un qui voudrait faire plus pour l'atelier peut le faire et on remet aussi un reçu d'impôt pour le don. On charge aussi 30 $ de l'heure pour faire de la recherche. Alors, ça, c'est des contrats. Si quelqu'un veut nous, par exemple, va avoir l'histoire de sa maison, alors c'est 30 $ de l'heure. On fait une soumission à ce moment-là pour estimer le nombre d'heures qu'on aura besoin. Et pour faire une recherche complète, oui, de recherche complète notariale, c'est 750 $. On vend aussi les photos dans le grille tarifaire. Par contre, c'est 30 $ les photos, mais c'est ouvert. Donc, quelqu'un qui voudrait ne pas la payer pourrait ne pas la payer. C'est un choix qu'on a fait pour diffuser le plus largement possible notre banque de photos. Mais quelqu'un qui voudrait aider l'atelier et acheter des photos, ben, c'est 30 $. Il y a aussi un coût finalement, pour un coût pour les conférences, ça va de 150 à 225 $. On a des bénévoles qui sont chercheurs à l'atelier, donc il y a certaines conférences qui existent déjà, qu'on peut faire, et il y en a d'autres qu'il faut monter, et à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à 225 $ pour une conférence de quelqu'un de l'atelier. Et nous, l'infolettre ou le bulletin, en tout cas, c'est gratuit. Donc, on l'envoie par Internet et ça, c'est gratuit. C'est un avantage pour les membres. Ce qu'on fait aussi pour nos membres, c'est qu'on fait des tirages, des activités, des exclusivités. On est en train de développer quelques attraits pour nos membres réguliers. Donc, quand on est membre, par exemple, il y a des visites, quand on fait une exposition, il y a des visites exclusives à nos membres qu'on fait. Donc, des encouragements comme ça pour ceux qui sont membres à l'atelier. Je pense que j'ai couvert. C'est super. On a fait, vous avez aussi, Madame Charest, vous avez un petit peu touché à tout ce qu'on va parler aussi dans la section membres, là, dans le sens des autres activités, hein. Je vous invite à faire, peut-être aller voir les sites Internet des autres sociétés d'histoire, des autres organismes dans votre secteur, aussi avec les mêmes secteurs d'activité. Ça peut être une bonne façon de voir les tarifs des autres autour de vous. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'aller voir les grilles tarifaires. Il y a
par le revenu, le titre. Hein. Il y en a qui vont aller faire vraiment des grilles là, selon le revenu de la personne ou institutionnel. Il va y avoir les statuts, on a vu en professionnel, étudiant, retraité, il va y avoir d'autres tarifs. Il y a les temps d'abonnement aussi. On a vu ben, pour 2, 3 ans. J'ai beaucoup aimé le 4 ans pendant une cinquième gratuite. Là, ça, c'est une bonne idée. Il y a aussi à prendre en compte la date fixe de l'abonnement. Donc, est-ce qu'on fait une année fixe ou c'est au moment de l'abonnement et on fait une année partielle? Donc, ça va être plus dans la gestion des membres et des abonnements. Est-ce qu'il va y avoir un temps pour se réabonner et on va ajuster le tarif en conséquence ou chaque personne, ça va se faire pour leur date à eux? Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment à penser pour votre organisme, vos moyens de gestion et pour ce que vous avez à offrir. On va aller voir plus loin. On va aller voir un petit peu les méthodes de recrutement. Donc là, on a parlé, OK, qu'est-ce qu'on offre comme tarif et tout, quand on a une belle grille là, déjà bien faite. Ensuite, on va aller voir comment on va aller recruter des nouveaux membres. Donc, il faut vraiment savoir la clientèle et le public qui sont visés. Ça, c'est super important, puis je vais le répéter très souvent. C'est super important d'adapter le discours à notre destinataire. Ça fait toute la différence, autant pour les membres que pour les donateurs, que pour les bénévoles, les commandites, partenaires. Tout ça, il faut vraiment cibler à l'avance à qui on s'adresse pour pouvoir adapter notre discours, adapter les valeurs qu'on va parler, adapter où est-ce aussi, là, on a parlé un peu des endroits de recruter et les méthodes utilisées pour chaque endroit. Chaque endroit va aller chercher une clientèle différente. Donc, on peut penser là, rapidement aux réseaux sociaux, à la présence dans certains événements. Si on va dans un événement dans notre région, ben, on peut peut-être aller dans des événements qui sont plus propices à aller chercher des nouveaux membres. Puis la relation à entretenir, c'est super important aussi. On a parlé un petit peu de la question là, des membres à vie. C'est exactement ça le problème avec les membres à vie, c'est qu'on perd cette relation-là. C'est des personnes qui vont payer un gros montant tout de suite. Oui, c'est le fun ça, pour l'année fiscale, la première année fiscale, mais ça fait qu'on perd un peu le lien. On est beaucoup mieux de faire un réabonnement automatique, par exemple, et de garder le lien avec ces personnes-là. Là, je passais un petit peu rapidement, mais il y a les méthodes traditionnelles aussi que des fois, on passe un petit peu rapidement. Là. Par exemple, le téléphone. Il n'y a rien de plus efficace que le téléphone pour recruter des membres, pour avoir des dons. La poste aussi, ça fonctionne toujours bien. Il y a des frais, par contre. Il faut prendre en compte, mais on aime quand même savoir du papier. On essaie de ne pas barrer ça au complet. Finalement, il y a le porte-à-porte, là, mais là, c'est peut-être, faut avoir beaucoup de bénévoles et de ressources et de temps. Mais ça peut être vu, par exemple, comme je vais aller participer au Festival d'histoire de Québec de Montréal ou dans des événements, des rencontres, faire un peu de visibilité pour l'organisme. Et on a parlé aussi des réabonnements. Là. Les réabonnements automatiques, c'est une très bonne façon de garder notre membre arrière. Méthode d'adhésion, donc maintenant qu'on est allé chercher nos nouveaux membres, comment on va les faire notre adhésion? J'ai vu beaucoup d'organismes qui font encore par la poste là, avec un formulaire et un chèque. On va essayer de laisser ça de côté puis d'aller vraiment vers le virage numérique. C'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher. Les gens vont être beaucoup plus portés à s'inscrire. Et aussi, vous allez chercher peut-être des gens plus à l'extérieur du réseau là, qui vont être peut-être tomber sur votre page ou tomber sur une publicité ou un appel d'adhésion de votre organisme. Puis, ben oui, je vais m'inscrire, c'est facile, ça va vite. Donc, nous, c'est sûr que nous, on utilise Zephy, qui est une plateforme gratuite, super facile d'utilisation. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi La Ruche.
je suis moins familière avec ça. Peut-être que Jean, si vous avez des questions, il va pouvoir vous répondre. Mais nous, on sait vraiment avec Zephy, super facile. Ça produit les dons, les reçus au fin d'impôt aussi, là, comme on a parlé un petit peu avec Mme Charette. On va parler un peu plus tard aussi. Quand vous êtes un organisme enregistré. Et puis, voilà, vous avez la possibilité d'accepter les dons additionnels à votre abonnement. Donc, vous faites juste cocher, permettre les dons additionnels, puis ramasser des dons en plus de l'abonnement. Ça, c'est peut-être quelque chose que par la poste ou sur une autre plateforme, c'est peut-être moins possible ou moins facile. Donc, ça fait une pierre deux coups. On va continuer ensuite pour garder nos membres. Donc là, ils sont venus avec nous. Maintenant, comment les garder? Donc, la clé, c'est vraiment de garder la relation entre les membres et l'organisme toujours présente, ouverte, inclusive. Donc, on va inclure nos membres dans les activités, on va les inviter, on va même les inviter à venir participer à la programmation. Hein. Si vous créez des comités de recherche ou un peu des colloques, des conférences. C'est le fun d'inclure de nos membres ou des activités de nos membres directement. Ils vont se sentir inclus aussi, ils vont se sentir engagés. Hein. Quand on est un membre qui est prêt à s'engager et à adhérer à notre organisme, c'est qu'il y a un intérêt prouvé là, pour l'histoire, le patrimoine, la généalogie ou peu importe votre intérêt de l'organisme, de la mission de l'organisme. Donc, on peut profiter de ça. On peut profiter de leur savoir, de leur passion. Ils sont toujours fun à écouter, d'après moi. Diversification des activités offertes. Quand on a des membres, on essaie d'avoir des activités qui sont variées. Donc, d'aller un peu dans tous les sujets, justement parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs passions différentes. Donc, on essaie d'aller toucher un petit peu à tout. Et là, je vais vous entendre encore un petit peu. On va essayer de prendre un petit peu moins de gens pour qu'on puisse finir dans les temps. Mais j'aimerais savoir les activités les plus populaires auprès de votre organisme ou les moins populaires. Là. Si vous avez fait une activité qui avait une personne qui est venue, on veut l'entendre pour ne pas la reproduire. Ou une activité qui fonctionne super bien puis qui c'est un petit peu différent, qu'on voit moins souvent. Je voudrais entendre vos idées originales un petit peu. Ouais. Partager aussi avec tout le monde. Je vous invite à lever la main ou à écrire dans le chat. Je vais commencer avec encore une fois le plateau. On a eu deux activités récemment qui ont très bien marché. La première, c'est un atelier de généalogie, donc pas forcément en lien avec la localité que nous sommes chargés de documenter, mais quand même un lien fort avec l'humain et ce que les compétences d'une société d'histoire peuvent apporter. Et un autre atelier qui a très bien marché, c'est plus local. Les gens venaient avec des questions sur leur habitation, donc voulaient un peu savoir comment avait évolué le quartier, leur habitation. Donc c'était vraiment des choses qui touchaient au grand public et qui allaient les rejoindre dans leur humanité, en tout cas. On a Richard Labossière qui nous raconte qu'à Verdun, les conférences en collaboration avec l'arrondissement marchent très bien. Jean-Pierre Sévigny qui parle d'activités vin et fromage, donc le côté sociabilisé, c'est aussi très bon aspect. Est-ce qu'on a d'autres propositions de choses qui ont bien marché ou au contraire de moins populaires, moins populaires effectivement, l'Assemblée générale, conférences et non, moins populaire Assemblée générale et plus populaire les conférences et les vernissages. À Drummond, ce qui marche très bien, les visites guidées du centre-ville, les conférences et les activités en collaboration avec la ville, probablement parce qu'il y a aussi un partenariat en visibilité qui est assez intéressant. Ce qui marche très bien à Verdun, la publication des Argoulets. À Histoire et Archives Laurentides, les conférences sont sur pause puisque les gens ne se déplacent pas le soir et en hiver. J'ai quelqu'un qui parle d'une rencontre dans une érablière, donc encore une fois le côté social, avec un lien pas forcément avec l'histoire, mais quand même avec le côté humain. Et puis Jeannie Thériault de la Société d'Histoire de Joliette de la Naudière, qui veut prendre la parole. Oui, nous aussi, j'ai trouvé ça drôle, le moins populaire, nous aussi, c'est notre AGA, même si c'est pas vraiment une activité qu'on offre c'est comme une activité obligatoire, on va dire ça comme ça. Mais une de nos plus populaires, c'est vraiment nos conférences, oui, mais aussi on organise toujours un voyage culturel là, d'environ un voyage annuel culturel là, d'une journée où on se déplace dans une ville, puis on fait des liens un peu avec justement, mettons, notre histoire locale, régionale, avec, mettons, une autre ville du Québec. Alors ça, on réussit toujours à
à remplir là, un autocar là, de 50 places. Là. Fait que ça, c'est très populaire auprès de nos membres. Puis on se le fait demander à chaque année, on va où cette année? Est-ce qu'il y a un voyage? Fait que ça, c'est très populaire. Excellent, merci. Ça ferait le Euh, tour, l'Acadie. On voit vraiment un champ d'activité où l'histoire et le lien social sont assez forts. C'est vraiment des belles valeurs. Ouais, on va le voir un peu plus tard dans des statistiques là, que c'est vraiment la reconnaissance hein, à notre communauté, à notre culture. Ça vient beaucoup chercher les gens. Puis c'est par ça qu'on peut les inviter aussi. Et Mme Thériault aussi a soulevé un point de j'attends le prochain voyage. Là. Ça aussi, on parlait de la diversification des activités, mais il y a aussi un équilibre avec la récurrence de certaines activités mettons, les activités qui fonctionnent très bien. C'est bien d'avoir une récurrence hein, pour que on attend la prochaine activité ou dans le mois prochain, c'est telle affaire. Donc, ça, c'est important aussi d'avoir un certain équilibre de ce côté-là. Donc, ça, c'est un petit résumé. Je vais passer rapidement là, parce que c'est un résumé rapide de ce qu'on vient de dire. Donc, première étape, c'est toujours la connaissance de son organisme. Donc, la clientèle, qui nous suit, qui est avec nous. C'est quoi notre mission vraiment, qu'est-ce qu'on offre. Donc, vraiment le portrait global. Deuxième étape, optimiser ce fonctionnement afin de le rendre plus efficace. Donc, ce qui fonctionne bien, on continue à le faire, même qu'on peut en faire plus ou l'optimiser toujours selon nos ressources. Troisième étape, innover afin d'attirer un nouveau public tout en gardant son bassin de participants habituels. Donc, on peut aller ouvrir les horizons, aller chercher plus de gens, aller chercher des gens plus jeunes, aller chercher des gens dans d'autres domaines. Ça peut être le fun aussi d'aller chercher des généalogistes pour ce qui est d'histoire, par exemple, ouvrir un peu les horizons. Puis, quatrième étape, de promouvoir ces activités et ces nouveautés en tant qu'ajout à votre offre. Donc, ça aussi, c'est un peu pour bonifier là, vos offres et solliciter des nouveaux membres, des dons un peu plus tard. Donc, ça, c'est vraiment dans le maintien de la relation avec vous. Il faut vraiment pas oublier ce contexte-là de relation. C'est pas juste unilatéral. On va passer. Donc là, on est au deuxième point. Les outils pour optimiser vos revenus. Je vais passer rapidement parce que c'est des choses ça serait des super gros points. Donc, on pourrait faire une formation complète. Donc, par exemple, les bénévoles servent à c'est un bon outil pour optimiser vos revenus. Là. C'est de la main-d'œuvre qui est à un coût très faible. Pas nul parce qu'on veut quand même avoir une bonne relation avec eux. On veut leur donner des cadeaux, faire des soupers. On veut les entretenir quand même, avoir une belle relation encore une fois. Puis je vous invite à aller voir la formation là, de la Fédération sur le recrutement des bénévoles qui est sur votre espace encore une fois. Communication, donc toute la visibilité, le marketing de votre organisme, ça pourrait être 4 formations, là, encore une fois. Mais c'est super important pour justement aller recruter vos membres, aller chercher des dons. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui, la communication, c'est une des clés qu'on va passer rapidement, malheureusement, mais peut-être voir selon vos demandes plus tard. Puis finalement, la multidisciplinarité. Donc, moi, je suis très pro multidisciplinarité là, parce que ça permet vraiment d'échanger des idées, voir les choses autrement, même pour un contexte d'une recherche historique, par exemple, ça peut être super intéressant d'aller chercher la clientèle ou des membres qui sont intéressés à un peu autre chose, qui vont amener une autre vision. Donc, de s'ouvrir un petit peu à notre communauté, c'est super important. Puis, finalement, on va aller tout de suite. Oups, on a un petit dessin de Carole. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, les dons de commandites et partenaires. Première chose super importante à se rappeler, c'est qu'on ne va pas quêter de l'argent, on ne va pas chercher de l'argent, demander de l'argent. Si on a cette mentalité-là, il y a comme une gêne ou un malaise qui s'installe, alors que c'est pas du tout ça. Là, on va vraiment se mettre dans la position qu'on est l'intermédiaire entre le désir philanthropique de, par exemple, une entreprise ou une personne, un donateur,
et nos besoins à nous. Donc, si on ne demande pas, on n'a pas, hein, ça c'est une règle, la règle de l'art des dons. Il faut vraiment se mettre en position de, on va aller voir si, s'assurer là, de l'alignement des objectifs. Donc, est-ce que nous, notre vision des choses ou notre vision du projet, les objectifs du projet s'alignent bien avec ceux du donateur? Donc, en passant comme ça, c'est beaucoup plus facile et ça devient plus naturel là, d'aller faire des sollicitations. Donc, je passe très rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à une formation en Montérégie à Montréal, mais ça, on l'a déjà vu un petit peu. Je vais passer rapidement. Les types de financement. On a les subventions ça, on va le voir la semaine prochaine. Hein, ça va être la formation numéro 2 lors des demandes de subventions. On a les prix. Donc, tous les prix, il y en a. En ce moment, on a notre ouverture des prix de la Fédération Histoire du Québec qui est de jeter un œil. Ça peut être un revenu aussi et une belle visibilité, une belle reconnaissance aussi. Ensuite, on a tous les dons. Donc, il y a les dons majeurs qui est le don le plus important de notre année fiscale. Donc, chaque don majeur est différent pour chaque organisme. On a les fonds de dotation qui est des placements de capitaux. Les dons planifiés, donc ça va être par exemple à chaque année ou à chaque trimestre, il va y avoir un don qui va être versé à l'organisme. Legs et dons testamentaires, donc ça le dit un peu, c'est dans les testaments un legs. Et les dons, les fonds affectés, donc ça va être plus pour un projet précis et on ne peut pas utiliser ce fonds pour autre chose. Donc ça peut vous aider beaucoup pour une demande pour un projet. Mais si vous avez un gros montant qui ne pouvez pas l'utiliser à autre chose, des fois, c'est un petit peu ça prend un bon équilibre dans ces fonds. Ensuite, commandite et partenaire. Ça, on va en parler aussi à la formation numéro 2 dans les demandes de subvention. Donc, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais je vous invite à venir à la formation de la semaine prochaine. Et campagne et les collectes de fonds, on va en parler à la fin. C'est encore un gros outil. Donc, on va prendre beaucoup de temps pour ça. Donc, on va continuer tout de suite avec les dons. Donc, là, je vais revenir juste ici. J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur, selon vous, quelle façon ou quelle méthode vous avez déjà utilisée ou vous pourriez utiliser pour aller chercher des dons là, dans plusieurs catégories, là, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment s'adapter à chaque don. Donc, par exemple, si je vais chercher un prix, j'ai une approche différente que si je vais chercher que si je fais une collecte de fonds. Donc, j'aimerais juste vous entendre peut-être 2 personnes sur est-ce que vous avez déjà fait des demandes dans plusieurs de ces catégories? Est-ce que vous avez des méthodes différentes? Ou vous appuyez toujours la même méthode ou la même façon de faire? Dans le chat, Gabriel Cormier de Drummondville, subventions et partenaires sont les plus populaires à la Société d'Histoire et à Saint-Anicet, pas mal toutes ces méthodes, tant bien que mal. Ouais. On aurait une dernière personne qui peut juste nous éclairer un petit peu. Non, Parfait. On va les continuer. gens veulent t'entendre justement avec leurs conseils, campagne de sociofinancement à l'APMAC et puis à Verdun, subvention au soutien des organismes communautaires, des députés de l'Assemblée nationale, donc les soutiens à l'action bénévole. Comme une subvention. Ouais, super. On va continuer tout de suite. Donc, on a 3 étapes. Donc, j'ai fait ça en 3 étapes. Première étape, ça va être, encore une fois, hein, de connaître l'organisme. Donc, on va aller faire un portrait de notre organisme. Ça, on va le voir rapidement parce qu'on en parle plus dans la demande de subvention aussi à l'écrit. Mais on va aller voir du côté financier, le court, moyen, long terme. On va aller voir si c'est un projet précis ou un fonctionnement. Là, notre approche va être un petit peu différente de ce côté-là. Donc, le plan stratégique que vous devez à peu près tout faire, qui est sur du long terme, qui est à peu près 3 ans, et le plan de développement qui est plus adapté pour un projet précis. On va se baser sur l'analyse FFOM, qui est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Force, faiblesse, c'est à l'interne, donc c'est de notre organisme à nous. Les opportunités et les menaces, c'est à l'externe, donc les opportunités extérieures qui s'offrent à l'organisme et les menaces qui s'offrent à l'organisme. Et on veut toujours que ce soit un objectif super précis, super clair. On veut vraiment que ce soit facile à comprendre et que ça se mette bien dans le temps et
dans l'énergie qu'on a. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être de connaître le donateur. Donc là, on se connaît en tant qu'organisme, mais on va connaître aussi le donateur pour, encore une fois, adapter notre discours. Donc, on a la partie recherche là, qui est un peu la mission et les valeurs du donateur. Est-ce que ça s'aligne bien avec notre projet ou avec l'organisme? On ne va pas aller demander avec un organisme qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que nous, ça va un peu jurer. Puis, on a l'adaptation. Donc, j'arrête pas de le répéter. Il faut vraiment adapter le discours à nos donateurs. Donc, on va adapter le discours à leurs valeurs, à leur mission, à leur façon aussi de dire. Des fois, il y a des mots-clés là, qu'ils utilisent beaucoup dans leur, par exemple, sur le site web, on peut aller voir toutes les missions des organismes. On peut aller chercher ces mots-là. Des fois, ça fait éveiller des émotions sont super importantes pour aller chercher des dons. Donc, ici, c'est un peu encore dans la question d'adaptation. J'ai des petites statistiques pour vous. Je trouve que ça donne une bonne idée. Ça, c'est une étude qui a été faite par le Conseil des arts de Montréal en 2021. Donc, cette étude-là, vous allez avoir le lien à la fin de la diaporama. Ça parle beaucoup de la pandémie, là, parce que c'est 2021. Fait que c'est un peu de là-dedans, mais ça donne une bonne idée à qui s'adresser, comment s'adresser à eux. Donc, si on a la génération Z, ils donnent sur les réseaux sociaux. On peut aller tout de suite. Alors que, par exemple, on parle les baby boomers, ça va être plus des dons planifiés. Les matures, c'est la sollicitation postale. Donc, c'est vraiment diversifié, mais ça me donne vraiment une bonne idée. Ensuite, on a aussi les causes qui sont soutenues. Donc, si on a les Z, les Y, on a les minorités visibles, l'éducation, les X et les femmes, la cause des femmes. Baby Boomer, on a plus les artistes et le milieu de l'art et de la culture. Et les matures, on a les donateurs en santé. Donc, ça donne une bonne idée. Je vais vous laisser lire ça. Et si vous voulez consulter l'étude, elle est toute à la fin, j'ai laissé le lien. Mais ça, c'est que ça prouve un peu qu'il faut s'adapter. On n'a pas le choix de s'adapter pour aller chercher ce qu'on a. Et la troisième étape, cibler le donateur. Donc, encore une fois, on s'adapte. Je vous ai écrit 7 motivateurs du donateur. On va passer rapidement. Ouais, OK. Donc, les 7 motivateurs du donateur, on a par pur altruisme. Donc, je vais donner juste par pur altruisme, ça se dit quand même bien. Ensuite, je vais donner pour la communauté. Donc là, on va aller chercher dans notre discours, on va aller adapter plus vers qu'est-ce que notre organisme fait pour la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on redonne si notre organisme n'est pas là? C'est quoi le vide que ça laisse dans notre communauté? Foi et dévotion, c'est plus du côté, peut-être dans les paroisses et tout. On a ensuite remboursé une dette à la communauté. Donc là, ça, c'est le phrasage est un peu spécial, mais ça veut dire plus j'ai vécu quelque chose, il y a un organisme qui est venu m'aider, du coup, je vais redonner à cet organisme-là. C'est plus un peu de redonner à quelqu'un qui m'a aidé dans le passé. Par investissement, donc là, on va avoir vraiment ici l'importance d'être un organisme enregistré pour avoir notre reçu au fin des mois. Donc, ça peut être aussi un très bon argument. Donc, on peut juste mettre une petite phrase à la fin de notre demande, notre sollicitation de don. N'oubliez pas, on est un organisme enregistré. Vous avez le droit à des reçus FENIPO pour l'année fiscale de 2008 à 2009. Ensuite, on a pour le statut social. Donc, ça va être plus des anciens politiciens ou des politiciens qui vont donner un peu pour ce statut. On les voit aussi beaucoup dans les commanditaires et partenaires. Mais ils sont aussi dans les dons, c'est un motivateur. Donc, si on va aller chercher ce genre de personnes-là ou de donateurs, on peut jouer là-dessus un petit peu sur le côté visibilité que ça donne, et tout ça. Plus côté des partenaires. Puis, pour laisser un leg, donc, c'est vraiment, ça va être plus les gens qui vont faire les legs ou les dons testamentaires. Ça va être des gens aussi qui se sont beaucoup investis, par exemple, dans la Société d'histoire, qui vont léguer leur avoir par la suite. Donc, ça, c'est vraiment d'aller chercher les gens qui sont autour de nous. Là,
Donc, on a encore des petites statistiques ici. On en a parlé un petit peu tantôt de comment la communauté est proche de nous. Ça, c'est encore une fois, c'est une autre étude qui a été faite par le Conseil des arts de Montréal en 2021, que vous allez encore avoir le lien à la fin de la présentation. Donc, ici, on a les causes jugées les plus touchantes par les Québécois en 2021. Donc, on a, non, ça, c'est les secteurs les plus soutenus. Les secteurs les plus soutenus des dons par les Québécois. Donc, 44 c'est la santé, enfance et jeunesse, 25 services communautaires locaux, c'est 25 Donc, nous, on rentre là-dedans, là, les sociétés d'histoire, les centres d'histoire, tout ça, patrimoine, généalogie, ça rentre un peu dans services communautaires locaux. Ce qui est important à retenir, c'est le locaux. C'est va vraiment aller dans le sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Est-ce que j'ai mis la prochaine? Donc, aussi, dans une autre étude, on remarque que juste la formulation, c'est ma communauté culturelle. Donc, c'est un peu les mêmes pourcentages, mais c'est formulé de la façon de ma communauté culturelle. Donc, ça vient vraiment nous dire que faut miser sur le sentiment d'appartenance. Donc, c'est de ma région, c'est ma maison qu'on passe, c'est la maison à côté de chez moi, c'est de mon voisin. Ben oui, ma grand-mère, elle avait fait ça. Fait que c'est vraiment d'aller chercher comme eux. Puis on a parlé un petit peu avec Mme Guerrero de cette appartenance-là, d'aller chercher des activités qui viennent faire participer les gens, mais aussi les faire chercher leur généalogie, par exemple. Les dernières statistiques de la journée, c'est encore une fois à la même source. Ce qui incite le plus à donner aux Québécois. Donc, on a la situation d'urgence. Donc, quand on dit il reste une semaine pour donner, ou par exemple, il reste une semaine avant que l'année fiscale termine pour vos reçus au fin d'impôt, ça va être ça qui va pousser le plus les gens à donner. On a le soutien à la mission. Donc, ça, c'est une campagne plutôt générale pour notre organisme et son fonctionnement. Donc, on va aller mettre l'emphase vraiment sur la mission, sur son importance dans la communauté, là, comme on l'a dit déjà. Et le département d'un nouveau projet. Donc, quand on a un nouveau projet, hein, on a besoin d'un peu de sous. Donc, ça, c'est vraiment de mettre l'emphase sur la légitimité de notre projet, sa nouveauté, son originalité, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin, aussi avoir des objectifs clairs. Puis, on a, selon un rapport Bourget de 2013, qui est un rapport en philanthropie culturelle, on a la compassion à l'égard, c'est un peu la même question qui a été posée. Donc, je vous laisse regarder ça un peu rapidement là, pour les statistiques, mais ça donne une bonne idée de comment on peut tourner notre discours pour aller chercher des dons en se fiant à qu'est-ce qui fonctionne sur le marché. Donc, ensuite, on va parler un petit peu de la relation philanthropique. Donc là, je vais parler de la relation avec les membres, de maintenir une relation, d'avoir un discours, une ouverture de la discussion, un discours, un échange, un partage. On veut vraiment que ce soit des deux côtés avec les membres, mais aussi du côté philanthropique. Donc, relation philanthropique, c'est vraiment à chaque département de votre organisme, vous allez avoir un côté philanthropie. Donc, c'est vraiment la culture philanthropique de votre organisme va maintenir une relation philanthropique. Donc, à travers ça, il y a les cycles des 5 I qui est un peu comment maintenir cette relation-là. Donc, premièrement, on va identifier, c'est un peu comme ce qu'on a dit tantôt, on va identifier qui est-ce qu'on va aller solliciter. On va l'informer, donc on va lui dire bonjour, on va se présenter la mission, hein, parce qu'on a bien fait notre plan déjà, notre portrait de notre organisme. Ensuite, on va l'intéresser, donc on va l'inviter à des activités, on va l'intéresser avec des avantages de membres, par exemple. On va l'impliquer, donc on va lui dire, il est venu participer, là, il est venu à quelques activités. Est-ce que vous voulez participer au montage de la prochaine activité, par exemple, ou quelconque?
Et ensuite, investir. Donc, on va leur demander de s'investir soit en temps, soit en argent, soit avec des biens. Ça peut être un partage aussi de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une salle qu'on pourrait utiliser. Tu sais, ça peut être ce genre d'aide, ce genre de don. Et ensuite, ce qui est important, c'est que ça revient, ça recommence. Donc, ensuite, on réidentifie est-ce que cette personne-là a changé de motif? Est-ce qu'elle a changé de, 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 d'intérêt? Des fois, on va revenir juste à intéresser, impliquer, investir. On va refaire un petit peu cette boucle-là. On va essayer de maintenir cette relation-là pour pas que la personne n'entende plus jamais parler de nous, puis qu'elle oublie qu'elle est membre, qu'elle oublie qu'on fait des projets, puis qu'on a besoin de son aide pour faire ces projets-là et de s'investir. Donc, les bonnes pratiques, rapidement, dans les dons. On va utiliser Zephy pour la collecte de fonds. Donc, j'ai déjà prêché pour Zephy un petit peu, mais c'est super simple et facile pour les collectes de fonds. Ça va gérer tous les dons, ça va gérer aussi l'émission des reçus d'impôts aux fins d'impôts. Pour émettre des reçus aux fins d'impôts, vous devez absolument être un organisme enregistré. On va avoir une diapo un peu plus tard juste sur ça parce que c'est super important. C'est vraiment une des clés, autant que la communication, une des clés pour avoir plusieurs points. Remerciement, c'est un peu de clore cette relation-là, ce cycle. Il faut remercier tout de suite après si on a eu un don de la part d'un donateur ou d'un organisme. Là, en ligne, c'est super facile. Hein? C'est par courriel. On va avoir une notification quasiment d'avoir qu'on a reçu un don. Ça peut être une notification automatique quasiment ça dans les secondes après, qui est un petit merci beaucoup. On vous invite à participer à notre prochaine activité qui est de telle date à telle date. Donc, on maintient cette relation-là. Les événements bénéfices, ça, c'est sûr que il faut y penser. Parce que si on décide de faire un événement bénéfice, ça peut être une bonne idée, mais il faut voir est-ce qu'on a des ressources financières, est-ce qu'on a les ressources temporelles, est-ce qu'on a les ressources aussi en énergie, hein, parce que ça prend beaucoup de bénévoles, ça prend beaucoup de gens pour faire un événement. Et des fois, le retour n'est pas à la hauteur de notre énergie. Donc, il faut évaluer le taux de profitabilité de cet événement-là. Des fois, on peut faire un événement de test un peu qui va vous permettre de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que les gens viennent dans mes événements, si je fais quelque chose de plus gros avec des philanthropes, des mécènes, est-ce qu'ils vont être intéressés, est-ce qu'ils vont venir, est-ce que j'ai est-ce que je suis légitime autour auprès de la communauté. Donc, ça peut être, si vous pensez là, aux événements bénéfices, ça peut être une bonne idée de faire un événement de test, un ou deux événements de test, voir à petite échelle, voir la réceptivité de votre événement. Puis, l'échelon des dons. Donc, ça, faire ça avant de faire les dons. Ça pourrait être dans l'étape 1, quand on organise notre argumentaire là, avec notre mission. C'est d'établir une échelle préétablie. Ça peut ressembler là, à bronze, argent, or, des dons avec des avantages différents. Ça s'applique aussi aux commencer des partenaires. Donc, des fois, ça peut être similaire. Là, on va parler d'un point important. On va parler des organismes enregistrés auprès de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. Donc là, j'ai fait une petite recherche pour aller voir est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes en histoire, en patrimoine, en généalogie qui sont la majorité de nos membres à la Fédération, qui sont enregistrés. Donc, j'ai fait une petite recherche auprès du système de recherche et j'ai trouvé 87 organismes d'histoire avec le mot-clé histoire. Donc, 72 sociétés d'histoire. Ce qui est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et ensuite, je me suis dit, est-ce que c'est beaucoup, c'est dans quelle région au Canada? Sur les 87 organismes, on a 3 qui ne proviennent pas du Québec. Donc, on a 2 dans l'Ontario et 1 en Alberta.
Le reste, c'est tous des organismes qui viennent du Québec. Donc, ça, si ça peut vous donner un petit espoir, un petit coup de pouce là, à dire que c'est très possible et faisable d'être un organisme enregistré, vous répondez aux critères. C'est ça que je veux dire. Dans le sens que faut prouver les activités qu'on fait. Les critères, donc, les activités de bienfaisance. Pour entrer dans prouver qu'on a des activités dans le secteur de la bienfaisance, qui est difficile à, à circonscrire, mais il y a une façon de le tourner, là. Je vous invite à faire le petit questionnaire préparatif qui est un lien cliquable dans la diaporama, vous allez avoir accès. Ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez besoin comme document. Ça vous vraiment fait par étape par étape. Super intéressant, super facile. Puis la procédure, moi, j'ai pas fait la procédure, justement. Je sais pas si Jean il était là à cette procédure, mais il y a plusieurs étapes, là. Donc, il faut avoir un numéro d'entreprise via mon dossier d'entreprise qui est sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada. Ensuite, on va chercher notre numéro de bienfaisance, qui est le compte RR 0001, qui est associé à notre numéro d'entreprise. Donc, c'est le numéro d'entreprise plus RR 001. Ensuite, à partir de ça, il va être créé un numéro de charité. Et ensuite, avec ce numéro de charité, on va aller remplir la demande d'organisme enregistré. Je vous invite à les contacter, à appeler téléphone directement. C'est le fun des fois de parler à quelqu'un, voir si on s'aligne bien avec les activités de bienfaisance. Mais j'ai fait l'exercice, je pas bien y répondre, ça va bien. Mais j'aimerais vous entendre un petit peu sur si vous avez des expériences là, de demande d'enregistrement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous avez trouvé ça? Je sais que ça peut être nébuleux pour certaines personnes parce que je suis consciente que c'est beaucoup de paperasse, beaucoup d'aller-retour, de demandes et tout. Mais j'aimerais en savoir plus un peu sur vous directement. Oui, Mario Lachance d'appartenance Mauricie. Oui, bonjour à tout le monde. Nous, on a un numéro de charité. Je dois dire que il faut quand même être honnête, c'est très difficile à avoir et c'est tout un dossier à monter. Nous, on l'a eu. Puis une fois, ben, c'est quand même pas impossible, là, mais c'est pas juste un petit formulaire d'une page. Ça se fait quand même bien. Mais juste pour dire aux gens, c'est quand même beaucoup de travail à faire. Et une fois qu'on l'a, notre numéro, on a aussi des comptes à rendre parce qu'à chaque année, on doit produire un rapport, le formulaire T1030. Il faut soumettre nos états financiers, comment donc on a fait, à qui, tout ça. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que c'est quand même avantageux. Nous, on s'en sert. On n'a pas beaucoup de dons parce qu'on n'a pas fait beaucoup de campagnes jusqu'à maintenant, mais c'est arrivé parfois qu'on a eu des dons assez appréciables. Ça vaut la peine de le faire, mais c'est quand même du travail. Voilà. J'ajoute une précision que même avec un volume réduit de dons dans une année donnée, être un organisme de charité vous donne droit à beaucoup d'avantages, d'accès gratuit à des logiciels, d'accès gratuit à des programmes qui ne sont pas... Et nous, notre principal avantage d'avoir un numéro de charité, c'est pas d'avoir reçu de l'argent, c'est d'avoir eu des photographies. Nous, il y a un photographe professionnel qui nous a cédé toute sa collection de photos qui vaut au-dessus de 200 000. Et ce que le photographe a fait, c'est que lui, il a fait évaluer ça par un évaluateur professionnel, parce que c'est pas Mario Lachance qui peut signer ça, là. C'est une personne professionnelle dans le domaine qui a évalué son fonds 200 000 Et nous, on a fait un reçu. Nous, ça n'a rien coûté à nous. On a fait un reçu de charité à la personne. Donc, elle, c'est avantageux au point de vue fiscal. Et nous, on a des documents d'archives assez uniques, là. On a au-dessus de 200 000 photos d'un photographe professionnel. Donc, c'est pas uniquement pour les dons monétaires, ça peut être des dons de volume, des dons d'objets, mais le tout doit être évalué par une personne professionnelle. Oui, merci Mario. Vous avez soulevé un point aussi que faut maintenir ce statut. Donc, il y a un travail annuel. S'il s'agit que vous perdez votre statut, vous avez en dedans de 4 ans vous n'avez pas besoin de tout refaire la demande. Vous avez en dedans de 4 ans pour refaire une demande qui est réduite un petit peu, là. Encore une fois, c'est pas aussi simple plus simple à le dire qu'à faire, mais vous avez un 4 ans pour refaire une demande d'organisme de charité.
Parfait. Jean-Louis Vallée, Société d'histoire de Sillery. Nous autres, on a fait, je l'ai fait pour l'histoire de la cidrerie il y a quelques années, puis je l'ai refait avant la pandémie, là. Et dernièrement, pour un autre organisme, on a fait affaire, nous autres, avec un bénévole qui avait les spécialités qu'il fallait, là, administration ou droit, là, qui pouvait le faire. Ça nous a beaucoup facilité les choses. Ce qui est arrivé le plus drôle, par contre, c'est que, et tout le monde va l'avoir, c'est que d'un coup, vous envoyez vos règlements généraux et ils vont vous dire qu'il y a tel règlement, article de votre règlement général qui doit être changé. Et là, ils disent, ouais, mais là, non, ils vous demandent d'être changé, changez-le, ils vous donnent la formulation que vous devez avoir. Il faut avoir l'intelligence de dire, on va pas plus loin, on fait la demande qu'ils font, puis après ça va assez rapidement. Nous, on a réussi à le faire en 3 mois pour le dernier qu'on a fait, sur lequel j'ai travaillé, et l'autre, ça avait pris 4 mois et demi à peu près. Mais c'est quand même faisable si on a des spécialistes qui le font ou des gens qui ont des facilités par rapport à ça, quelques connaissances tout simplement. Merci. Merci. Et on a aussi Cassandra Smith de Patrimoine et Histoire Terrebonne qui complète le propos de Mario sur les donations en nature. Le fait d'être un organisme de charité et de pouvoir donc émettre des reçus fiscaux pour des dons en argent, pour des dons en biens et services, fait que ça encourage, ça semble encourager, nous dit Cassandra, ce genre de donation. Super, ben merci. On peut voir que c'est possible. Ça se fait. Donc, on va continuer. Si vous avez des questions aussi par la suite qui vous viennent, vous pouvez nous écrire un courriel à Jean ou à moi, à la Fédération, puis on va vous répondre. Donc, commandite partenaire, je laisse pour la semaine prochaine. Comme je l'ai déjà dit, on va aller dans les collectes de fonds, donc qui est un tout morceau. J'espère que vous êtes prêts. Donc, on va commencer avec la sollicitation des dons. Donc, où est-ce qu'on va solliciter les dons? On va avoir dans les médias traditionnels la poste, le téléphone en personne. Donc là, on l'a déjà dit un petit peu. C'est super efficace pour aller chercher justement des dons, des commandites, des partenaires. Ça va vraiment être important de ne pas les laisser de côté. Les réseaux sociaux, c'est bien aussi, là, comme on a vu, c'est les générations un petit peu plus jeunes, mais ça va peut-être moins générer de dons que de la visibilité. Donc, avec les réseaux sociaux, c'est facile, on fait un petit partage et tout, mais c'est pas ça qui va aller vous chercher le plus de dons. Ça vous prend des objectifs clairs et précis. Marie, vous avez une question? En fait, c'est une question peut-être plus pour la semaine prochaine. Moi, j'aimerais ça avoir des informations sur les lobbyistes. On entend ça souvent. Est-ce que nous, les sociétés d'histoire, on peut faire affaire avec ces gens-là? Et si oui, est-ce qu'il y a des coûts? Comment est-ce qu'on doit procéder? C'est une question pour la prochaine rencontre ou peut-être l'autre après, là. Voilà. Je note ça puis je vous reviens. Merci. Donc, voilà, on a l'objectif clair et précis. Il faut vraiment que ce soit circonscrit, qu'on ait notre idée en tête, que si quelqu'un a une question, il faut qu'on soit capable d'y répondre. Il faut qu'on soit capable de le présenter aussi de façon à ce que ce soit adapté à notre donateur. Puis finalement, on a le visuel, donc de créer un logo ou une couleur de marque. Ça peut être super important pour avoir, on le voit déjà dans les top marketing, là, dès qu'on voit un logo, une couleur, là, quasiment, on sait tout de suite de qui on parle ou de quoi on parle. Les grandes fondations, là, on sait tout de suite. Donc, c'est sûr que c'est accrocheur et tout. Il faut juste faire très attention là, d'avoir un bon équilibre pour pas que ça fasse de l'ombre à notre message principal. Donc, ça peut être un plus petit logo, ça peut être juste une couleur ou une forme différente du reste de votre logo d'organisme. Juste pour faire un petit clin d'œil à hey, ici, on a une collecte de fonds ou une campagne de financement qui est en cours. Venez jeter un œil par ici. Mais il ne faut pas trop en faire. J'ai menti, ce n'était pas la dernière statistique. J'ai mis d'autres statistiques ici. Les top 3 des contextes de dons des Québécois. Donc, quand est-ce que les Québécois ont donné? C'est à l'achat d'un produit associé à une cause. Donc, si on est à la caisse et qu'il y a un petit don à la caisse aussi d'un commerce, c'est 24 donc, de s'associer avec d'autres organismes ou avec des partenaires, des commanditaires, ça peut être super important. C'est aussi, par exemple, la crèmerie du coin vous donne 2 $ par cornet de crème glacée vendu pour telle période. Ça peut être ce genre de collab qui peut être
faire le fun aussi, et d'aller chercher d'autres clients, d'autres membres. Puis ensuite, on a sur les sites web de l'organisme ou via une plateforme de dons. Donc, si on a Zeppi ou le site web de notre organisme qui est affiché avec une couleur de campagne de financement ou le logo de notre campagne, ça peut accrocher là. Donc, ensuite, on va aller voir les cercles concentriques. C'est un diagramme qui est, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, sinon vous allez pouvoir aller voir un peu plus de proche. On va avoir d'un côté l'évolution dans une relation de proximité avec l'organisme. Donc, plus le cercle est loin, plus les gens sont loin, les donateurs sont loin de l'organisme, plus sont prêts, plus sont impliqués. Et puis, d'autre côté, on a un peu le développement là, d'une communauté de donateurs. Donc, la première étape, ça va être vraiment les acheteurs de billets à l'unité. Donc, vraiment, je vais participer à une conférence, je vais acheter mon billet avec mon tarif de non-membre. Je vais venir 2, 3 fois. Ah, j'aime ça finalement, je vais m'abonner, je vais être membre. Donc, le deuxième cercle, je vais m'abonner, je vais être membre. Je vais venir aux activités, continuer à venir. Puis finalement, ben là, ils font une campagne de financement. Puis moi, je viens à chaque conférence mensuelle. Je vais les aider, je vais les soutenir, je vais les donner. Puis je vais venir à la conférence aussi en tant que bénévole. Donc, je vais servir les cafés, je vais faire les introductions dans les conférences. Je vais venir travailler avec un peu à la recherche. Puis finalement, c'est vraiment de s'inclure en tant qu'administrateur, gestionnaire. Donc ça, c'est vraiment le plus proche qu'on peut être dans l'organisation. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie d'aller chercher. Donc, on essaie de ne pas aller tout de suite vers donateur bénévole. Ça peut très bien arriver, là, mais si vous faites faire les choses dans le règle de l'art, c'est plus facile de monter les échelons de cette façon-là. Quand on parle d'écosystème d'opportunités, c'est vraiment de définir le territoire et les frontières de notre organisme. Donc, quand on parle d'écosystème, c'est vraiment, je vais aller voir c'est quoi mes limites en tant qu'organisme. C'est quoi, est-ce que si je suis un organisme basé à Montréal, est-ce que je vais aller recruter à Québec? Si je suis un organisme en histoire, est-ce que, ben là, on a parlé un peu de multidisciplinarité, là, fait qu'on essaie d'ouvrir les frontières de ce côté-là. Mais c'est vraiment de mettre une structure dans nos demandes de dons pour ne pas aller demander des dons qu'on est presque certain qu'on n'aura pas là, ou que c'est un peu improbable. Donc, si on fait ça avant de faire la demande pour éviter de perdre de notre énergie. On va inclure ben là, le plan de partenariat et de commandite. Ça, on en a déjà parlé un petit peu, puis on va en parler la semaine prochaine. Mais ça, c'est important de faire ça avant notre plan de commandite, un peu avec ce qu'on avait parlé, là, les bronzes, argent, or, pour les dons aussi. Puis finalement, les bonnes pratiques pour les collectes de fonds. On a besoin de transparence. Donc, de vraiment aller chercher le plus qu'on peut donner à nos donateurs dans le sens de notre mission, nos activités qui ont bien été l'année passée, nos récurrences, tous nos partenaires qu'on a eus qui nous ont fait confiance. On peut mettre ça. Ça peut être une façon de gagner de l'assurance et de la confiance. Il faut être prêt, donc comme je l'ai dit tantôt un peu, d'être prêt à répondre à toutes les questions, mais de soi aussi poser des questions à l'organisme, de faire sentir qu'on a un intérêt aussi envers l'organisme. Ça permet de maintenir cette relation qui est un échange. Et d'être engagé et de cibler qu'on a besoin. Donc ça vient un peu à ce qu'on a dit, ça vient un peu faire un beau résumé là, de ce qu'on a déjà dit. Puis il n'y a personne qui ne connaît mieux votre organisme que vous. Donc ça, c'est aussi super important. Il resterait un petit atelier, genre, je ne sais pas si... Il est 1h05. Est-ce qu'on arriverait vers la fin, Léo Caddy? Oui, je vais parler ça, mais on va laisser, vous allez avoir un petit atelier à la fin si vous voulez jeter un œil dans le PowerPoint. Je vais vous laisser faire l'atelier vous-même. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous m'écrivez, vous m'appelez, on va en jaser. Donc, une des façons aussi de faire pour aller chercher des dons, faire une campagne de financement, une collecte de fonds,
c'est ce qui est raconter une histoire. Donc, en anglais, c'est le storytelling. On va vraiment aller chercher une émotion de cette façon-là. Donc, ça, c'est un peu plus long parce que c'est de la rédaction, mais quand on est des historiens ou des gens très investis là, qui lisent beaucoup, on a plus de facilité à rédiger comme ça. Donc, l'émotion va vraiment venir renforcer la création d'un lien. Donc là, on a parlé beaucoup de la relation, mais on veut créer un lien vraiment plus émotionnel. On va parler d'empathie et de projection avec, par exemple, les personnages dans notre on va essayer de raccourcir la distance entre l'organisme et l'individu. Donc, on va vouloir prendre quelqu'un qui euh, peut venir vraiment toucher le cœur d'une personne. On parle, par exemple, les enfants, la jeunesse, les enfants. Il y a un secteur qui est, on l'a vu, là, qui est bien parlant et touchant pour les Québécois. Ensuite, on a la transparence, donc ce qu'on veut faire avec les sous ou avec l'argent. C'est important de bien le mentionner. Qu'est-ce qu'on veut faire point par point avec où est-ce que votre don va aller. Puis une reconnaissance. Donc, ils doivent se reconnaître un petit peu dans l'histoire. Dans l'atelier qui s'en vient, c'était par exemple l'histoire d'une archive qui est retrouvée et qui a permis de faire la généalogie d'une famille. Et que c'est l'histoire qui a trouvé cette archive-là, qui a par un don de quelqu'un. Donc, ça vient vraiment chercher une histoire. Nous, on se dirait, ah, ben j'aimerais ça qu'on retrouve une archive de ma famille comme ça. Ça vient vraiment amener la reconnaissance. Ensuite, c'est vraiment d'aller chercher pourquoi notre organisme est légitime, donc pourquoi on donnerait à nous et pas à quelqu'un d'autre, la grande question. Donc, il faut aller chercher un peu la confiance des donateurs sur notre organisme. Donc, nous, on a un besoin financier ou autre. On a la solution aussi. La solution, c'est d'avoir un don de votre part, là, de donner le pouvoir aux gens et de mettre l'emphase sur le vous. Donc, vous êtes une solution à notre besoin. Nous, on est en charge de le gérer. On est une bonne structure, on est confiant de bien gérer votre don. Vous pouvez nous faire confiance et mettre ça en commun. Puis finalement, ben, de remercier après chaque don, hein, super important. Ça peut être un remerciement si vous avez envoyé par la lettre et vous avez reçu des dons postaux, ben, on peut remercier par la poste aussi. Si c'est en ligne, ben, ça peut être super rapide, un petit appel de remerciement. Donc, je vais vous laisser avec cet atelier à la maison. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai laissé aussi des petits liens utiles de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et vous avez toutes les choses à la fin, si vous voulez, juste ici, si vous voulez aller chercher toutes les statistiques super importantes et intéressantes pour vous. Je vous remercie beaucoup. On a des questions qu'on pourrait peut-être garder pour la fois prochaine. Je veux que les gens puissent aller dîner, dîner ou dîner. Et puis effectivement, la formation sera disponible à la réécoute si vous avez des questions. Léo Cadier est encore avec nous pour son contrat quelques semaines. Fait que si vous avez des cas concrets, on est là pour ça. Je vois des questions sur les renseignements personnels. Cassandra, si vous voulez m'écrire, on peut en jaser. C'est comme un enjeu assez spécifique. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouve pour le volet 2. Et puis, tu as déjà une annonce à faire pour le volet 3. Est-ce qu'on l'annonce maintenant? On peut, volet 3, ça va être une conversation avec Gabriel Leger, qui est un conseiller à la Fondation Québec Philanthrope. Donc, lui, il va faire une petite présentation de c'est quoi la Fondation, c'est quoi ses services pour les organismes, les OBNL. Mais on veut vos questions à vous précisément. On veut que ce soit une rencontre personnalisée quasiment. Donc, on va vous transmettre des documents d'information. Et suite à la lecture de ces documents-là, ou si vous avez déjà des questions, vous allez pouvoir nous écrire vos questions, puis on va faire une belle rencontre personnalisée. Parfait. Donc, si vous avez des questions précises, des cas concrets à évoquer en termes de philanthropie et d'organismes de bienfaisance, faites-nous un beau petit paquet, puis on ramassera tout ça pour notre expert philanthrope. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.